De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de notre invité Daniel Toning, écrivain, ainsi que de nos deux éditorialistes, Alfred Thiango et Daouda Tall. Tout de suite, place à notre dossier du jour qui est consacré, je vous le rappelle, à l'université Mariam Gwabi en République du Congo. 1971, l'université Mariam Gwabi a permis de former plusieurs cadres de l'administration publique et privée. Avec l'affluence des étudiants, les autorités ont entrepris la construction de nouveaux amphithéâtres afin de désengorger les salles de cours. Mais les grèves répétées du corps enseignant perturbent le déroulement de l'année académique. On va découvrir plus de précisions sur cette institution dans ce reportage de notre correspondant au Congo-Brazzaville, de Vapanzo. L'université Mariam Gwabi a été créée en 1971 à partir des établissements de la FESAC, Fondation de l'enseignement supérieur en Afrique centrale, à Brazzaville. Ce n'est qu'après l'assassinat de l'ancien président de la République, Mariam Gwabi, qu'elle a été rebaptisée Université Mariam Gwabi le 28 juillet 1977. Avec près de 30 000 étudiants répartis dans 11 établissements, 4 écoles, 5 facultés et 2 instituts d'enseignement supérieur, l'université Mariam Gwabi demeure celle qui reçoit le plus grand nombre de bacheliers au pays. Mais cet afflux d'étudiants dans les différents établissements avait permis aux autorités congolaises de mettre sur pied une politique de construction de nouvelles infrastructures afin de décongestionner les salles de cours qui ne pouvaient plus contenir autant d'étudiants. Aujourd'hui, quelle est la place de l'université Mariam Gwabi dans la formation des étudiants? Est-elle une université de choix pour les jeunes Congolais? Avec les grèves des enseignants devenus habituels chaque année, l'enseignement offert est-il de qualité? Comment redorer le blason de l'université Mariam Gwabi face à la concurrence des universités privées? Malgré la concurrence du secteur privé de l'enseignement supérieur, l'université d'État continue à occuper une place centrale dans la formation des étudiants au Congo. L'université Mariam Gwabi, avec ses 11 établissements, continue à occuper une place centrale. Même si du point de vue du nombre, le privé a tendance à prendre le dessus sur le public. Mais en termes d'efficacité, de capacité des personnes ressources, c'est-à-dire des professeurs, des maîtres de conférences, des maîtres assistants, l'université occupe une place centrale dans notre système éducatif. L'université Mariam Gwabi compte environ 600 enseignants titulaires. Les grèves à répétition des enseignants, souvent issus des revendications salariales, ont remis en cause le niveau de l'enseignement dispensé auprès des étudiants. L'année académique s'achève rarement dans le délai requis. Souvent, elle déborde vers l'année suivante. L'université dispense des enseignements de haut niveau pour permettre aux Congolais d'être bien formés et pour répondre aux besoins du marché de l'emploi. Si vous êtes en médecine, si vous avez un médecin mal formé, mais c'est un risque énorme pour la... C'est une sorte d'hécatombe qu'on prépare. Donc, je pense que la grève doit être la dernière arme. Face à toutes ces incertitudes, certains parents n'hésitent pas à envoyer leurs enfants dans les universités en Afrique centrale, de l'Ouest, au Maghreb et même en Europe, où les coûts sont très élevés. La libéralisation du secteur de l'enseignement supérieur au lendemain de la conférence nationale souveraine a vu naître des dizaines d'instituts supérieurs privés venus diversifier l'offre de formation. L'objectif, en fait, c'est de diversifier l'offre en matière de formation. Vous savez, il y a des enfants qui sont habitués au privé. Quelquefois, ne trouvent pas le standing. L'arrivée aussi des universités privées permet aussi à certains parents qui n'ont pas assez de moyens pour envoyer leurs enfants à l'extérieur de trouver toujours ces offres dans les meilleures conditions ici à Brazzaville. L'action de complémentarité des universités privées n'est pas vue du même œil par le corps enseignant, car certains d'entre eux pensent que ces structures privées ne contribuent en aucun cas au rayonnement de l'université Mariam Gwabi. Ils viennent pour diminuer l'université parce que ces universités déjà regorgent les étudiants qui n'ont pas le niveau, les étudiants qui craignent de redoubler à l'université Mariam Gwabi. Naturellement, le privé doit constituer un peu comme l'alternative, vient en complémentarité de ce qui se fait au niveau du public. La preuve, c'est que dans ces établissements privés, ceux qui professent là-bas, ce sont pour la plupart des cadres du secteur public. Il ne faut pas condamner les institutions privées, mais il faut une régulation très
très, très sérieuse. Plusieurs mutations s'imposent en vue du développement et de la modernisation de l'université Marien Ngouabi. L'installation de la fibre optique avec une connexion à haut débit permettra de révolutionner le mode d'apprentissage des étudiants. Certains partenaires de l'enseignement supérieur pensent qu'un développement polaire d'ici à l'horizon 2020 contribuerait à l'amélioration de la qualité de formation offerte à l'université d'État. Le président de la République a déjà apporté des solutions en nous modernisant l'université d'État. Au jour d'aujourd'hui, les veillées universitaires n'existent plus. L'université est en train d'être reconstruite. Vous voyez les infrastructures au niveau de Marien Ngouabi. C'est commencer à faire que l'université soit déconcentrée à travers ses instituts, à travers ses écoles, en tenant compte des potentialités de chaque département. Il est impossible de méconnaître les maux qui gangrènent l'université Marien Ngouabi. Il est aussi sûr que la construction de nouvelles infrastructures n'apaisera pas l'attention des étudiants en cas de non-paiement ou retard de paiement de la bourse, qui constitue une véritable aide pour les étudiants en manque de soutien financier. Les autorités congolaises comptent énormément sur l'université Denis Sassou Nguesso de Kintélé avec son campus qui résoudra le problème de capacité d'accueil des étudiants avec une priorité réservée aux filles venues de l'Interland. Kavta, dites-nous, au vu de ce qu'on vient de voir un peu, quel bilan on peut tirer de l'enseignement supérieur au Congo-Brazzaville ? Bon, je crois que le bilan est quand même mitigé. Le bilan est mitigé dans le sens où quand vous avez une seule université publique, surtout dans tout le pays, ça pose un problème d'accueil pour les étudiants. Et comme on l'a vu dans le reportage, à côté de ça, il faut des universités privées. Et les universités privées, comme leur nom l'indique, il faut payer pour y aller. Donc je pense qu'il y a un effort à faire au Congo dans le sens de multiplier les universités, d'en faire d'autres. Il y a une construction, celle de Denis Sassou Nguesso, qui s'appellera Denis Sassou Nguesso. Est-ce que c'est insuffisant aujourd'hui ? Bon, je pense que c'est une très bonne chose qu'il faut saluer, qu'il faut féliciter. Maintenant, face aux problèmes de bourse et aux problèmes de moyens, ouvrir une autre université, c'est une bonne chose en soi, c'est une infrastructure de plus, mais il faut aussi pouvoir lui doter les moyens de pouvoir fonctionner. Et je pense que l'enseignement supérieur, c'est à la fois des infrastructures pour l'enseignement supérieur, c'est à la fois des moyens, et ces moyens-là proviennent du budget de l'État. Et je pense que la situation aujourd'hui au Congo est un petit peu quand même complexe dans le sens... Du point de vue économique, avec la baisse des coûts. Exactement. Et donc les finances publiques prennent un coup. Mais je pense que des efforts importants sont faits. Le Congo a quand même... récemment, il y a eu 2 amphithéâtres qui ont été construits dans cette université Marien Ngouabi. Je crois qu'il y a des efforts qui sont faits. Maintenant, il faut faire plus parce que l'enseignement supérieur, ça demeure... le parent pauvre. Le parent pauvre, mais à la fois aussi c'est... Des budgets africains. Des budgets africains, c'est vrai, mais c'est également l'un des leviers importants pour le développement. Parce que l'éducation d'abord et ensuite l'enseignement supérieur. Mais Alfred, aujourd'hui, cet enseignement supérieur, pour dire vrai, est-ce qu'il n'est pas très sous-estimé dans nos budgets africains ? On peut dire que l'éducation en Afrique en général, c'est le parent pauvre des budgets de la plupart des États, quand on compare au budget des armées, par exemple. Donc c'est le parent pauvre. On en fait une variable d'ajustement à tort, puisque l'avenir d'un pays dépend justement, de ses structures scolaires, donc de son école, de la maternelle, secondaire à l'université. Si aujourd'hui des pays comme la France, les États-Unis, etc., le Canada, le Québec sont développés aujourd'hui, c'est parce que derrière il y a eu justement cette prise de conscience de la nécessité de former. Maintenant, si on en revient au cas du Congo-Brazzaville, de toute façon la politique, il y a cette absence de politique de l'éducation qu'on voit un peu partout en Afrique. Ça se cristallise justement dans ces mouvements de grève qu'on voit à Marien Ngouabi, grève des enseignants parce qu'ils ne sont pas bien payés, grève des étudiants parce que pour la majorité de ces étudiants, ils dépendent de la bourse des études. Les parents ne peuvent pas payer justement. Mais ces crises semblent récurrentes, on le voit. Mais oui, mais ça traverse le temps. On le comprend, mais on ne l'explique pas, ou alors elles ne sont pas résolues. Pourquoi ça tarde autant ? Mais ça tarde parce qu'il n'y a pas de programmation politique, parce qu'il n'y a pas de planification justement
du financement de l'enseignement supérieur. Ce qui fait effectivement qu'on arrive à... Alors quand on invoque la crise du pétrole aujourd'hui, je dis, mais justement, c'est là une des manifestations de ce manque de prévoyance, de ce manque de planification. Manque de vision, tout simplement. De vision, absolument. Pourquoi on n'a pas mis en place un budget spécifique en cas de crise pour soutenir justement l'action des universités? C'est une bonne question qu'on pourra poser à nos chefs d'État un jour. Pourquoi pas? Absolument. Mais Monsieur Toneng, je me tourne à vous pour vous demander un petit peu quelles sont, selon vous, les améliorations qui devraient être réalisées pour cet enseignement supérieur au Congo. C'est très important parce que je viens déjà de constater qu'il n'y aura plus la seule université Mariam Gouabi, qu'il y aura une autre université. C'est bien, mais c'est... Il n'est pas obligé de s'appeler sans vouloir vous interrompre. Voilà. Ça Nguesso, ça se On pourrait l'appeler autrement. C'est vrai, mais il n'en reste pas moins que c'est bien, mais c'est insuffisant, c'est très insuffisant. Deuxièmement, c'est la question de bourse. Je dis que dans l'enseignement, on oublie souvent la question sociale aussi, parce que ces gens qui y travaillent ont besoin de se nourrir, de nourrir leur famille et aussi de financer leur propre recherche, parce que la question de la recherche dans nos universités africaines est un véritable problème. Comment voulez-vous développer le pays sans recherche? Comment voulez-vous faire progresser la connaissance sans recherche? C'est bien le beau bâtiment. Est-ce qu'on a prévu des laboratoires? Est-ce qu'on a prévu tout ce qu'il faut pour des enseignants pour cela ou pas? C'est très important. Est-ce que c'est justement cette recherche qui manque, qui empêche nos chercheurs africains d'émerger au sein du monde entier? On voit que les chercheurs africains sont un peu lésés sur le plan mondial. Est-ce qu'aujourd'hui on devrait... qu'est-ce qu'on devra faire aujourd'hui pour justement impulser cette recherche? On a des chercheurs très compétents. Qui fuient à l'étranger, du coup. Qui fuient à l'étranger. Et ceux qui restent, il y en a qui restent parce qu'ils veulent travailler pour le pays. Mais pourquoi ils restent alors? Quelles sont leurs motivations s'il n'y a pas d'argent? Parce qu'ils sont patriotes. Et là, le problème, c'est tous les gouvernants. Est-ce qu'il faut évoluer? Et dans ce cas, qu'est-ce que nous mettons? Quel est le programme de développement de nos universités? Quel est le programme de prise en charge de la recherche? C'est très important ça. Donc, il le faut aujourd'hui pour que nos universités africaines puissent être au même niveau que les autres, qu'ils ont les outils, qu'ils ont des laboratoires, que les étudiants qui sont excellents, qui sont vraiment très bien, ne partent pas toujours, mais qu'ils puissent étudier sur place. Et la politique des universités africaines, on voit très peu échanger entre elles. Et l'enseignement à distance pourrait être une solution pour justement pallier à ce problème. Un simple exemple, Daouda, après je te laisse la parole. L'université de Pretoria, il y a quelques années, je suis allé là-bas en Afrique du Sud, il y a l'université de Pretoria publique et puis à l'université privée, mais qui était fondée sur la base d'un peu ce qu'était Paris 8 ici en France, Vincennes. C'est-à-dire, c'est une université qui est ouverte à tous les Sud-Africains qui ont un diplôme, mais qui voudraient acquérir des savoirs plus que ce qu'ils avaient, donc en termes professionnels, en termes techniques, de sorte qu'au bout d'un an de passage dans cette université, ils soient opérationnels sur le marché de l'emploi. De l'autre, il y a l'université classique avec ses filières longues. Et le gouvernement finance cela. Parce que le problème, il est là. Quand on prend tous les classements aujourd'hui qui sont faits des universités à travers le monde, Shanghai, de Londres, etc., mais les universités africaines arrivent très loin. Et les premières universités, souvent, ce sont les universités sud-africaines, les universités marocaines ou mauriciennes, parce qu'ils ont mis effectivement les moyens d'appui à la recherche en termes de laboratoire, en termes d'échanges, etc. S'il n'y a pas d'échange, s'il n'y a pas d'enseignement évidemment à distance, mais pour développer les MOOCs, par exemple, il faut des moyens. On a parlé de la fibre optique qu'on va installer, mais ça n'est pas tout d'installer la fibre optique. Encore faudrait-il que les étudiants aient accès à cette fibre optique. Un dernier mot très rapidement, Daouda, s'il vous plaît, autour de cette recherche. Très rapidement, je pense qu'il y a aussi un autre élément important, c'est, on le dit, c'est l'adaptation
des filières de formation aux besoins de l'économie. Et c'est aussi ça le développement. À côté des filières longues, comme le disait Alfred, il faut aussi réformer l'enseignement supérieur, à la fois au Congo ou ailleurs, de manière à ce que les étudiants qui sortent puissent trouver un emploi. Parce que le classement de Shanghai dont parlait Alfred tout à l'heure, effectivement, on ne voit pas d'université africaine parce que ce classement tient en compte la capacité d'insertion des étudiants après leur travail, après leurs études. Donc bon, restez que dans Espérons que ça va changer dans quelques années. En tout cas, on reste optimiste autour de cet enseignement supérieur. Rappel des titres développés dans cette émission. Le gouvernement de Côte d'Ivoire tente coûte que coûte d'éviter la révolte généralisée. Mardi, des violences ont fait 4 victimes à Yamoussoukro. Les autorités ivoiriennes ont appelé au calme mercredi et ont proposé plusieurs mesures ce jeudi. En Gambie, le président gambien élu Adama Barrow a prêté serment ce jeudi après-midi à l'ambassade de Gambie à Dakar. Le sortant Yaya Jammeh refuse toujours lui de quitter le pouvoir malgré la menace soutenue d'une intervention militaire internationale. Nous allons marquer une nouvelle courte pause. Ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa News.